marge de la 89e édition des 24 heures du Mans, qui a vu la domination de Toyota pour le début de la nouvelle ère de l'hypercar, la CO et la FIA ont annoncé la fin de la catégorie GTE qui sera remplacée par le GT3 en 2024. Je vous ai partagé l'information sur Instagram et vous avez été nombreux à réagir à ce sujet. Alors quelle est la différence entre GTE et GT3 ? Pourquoi ce changement? Qu'est-ce que cela change pour la course la plus célèbre du monde? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Ah oui, et on répondra également à une autre question qui vous a été très peu à me demander, mais alors vraiment très peu. Avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné, je te laisse un dixième de seconde pour le faire. Si Robin Fringe a pu éviter l'officiel qui a agité damier et épargner une vie, tu dois bien pouvoir réussir à appuyer sur un bouton en ce même laps de temps. Et je compte également sur toi pour mettre ton plus beau pouce bleu. On le sait, le sport automobile coûte cher et les organisateurs de courses doivent sans cesse réfléchir à la meilleure combinaison pour attirer constructeurs et pilotes sur leur grille de départ. Et malgré son statut de course la plus célèbre du monde, les 24 heures du Mans ne sont pas épargnés. Gardons à l'esprit que les constructeurs sont avant tout impliqués dans la course automobile pour des raisons de marketing et de communication. Ils vont donc dans la catégorie qui fait le plus sens pour eux en faisant des choix et en considérant tout un tas de facteurs. F1, Formula I, Dakar, Rallye, Endurance. Un engagement 24 heures du Mans est donc un acte réfléchi sur le plan financier et qui, par l'image et les retombées espérées, est perçu comme rentable par le constructeur. Depuis quelques années, les 24 heures du Mans doivent se réinventer pour conserver l'aura qui a fait d'elle une course mythique. En 2017, la presque victoire d'une LMP2 sur la seconde catégorie devant les LMP1, la catégorie reine, a grandement fragilisé la classique Mansell qui s'est mise à vaciller. Les constructeurs se sont posé la question de l'intérêt d'investir des centaines de millions d'euros pour potentiellement se faire battre par une petite équipe privée. Dans la foulée, le retrait officiel de Porsche, laissant Toyota seul constructeur majeur en LMP1, a été le coup de grâce et était grand temps pour la CO, l'organisateur des 24 heures du Mans, de repenser sa catégorie reine. Excite donc le LMP1, déserté par les constructeurs à cause notamment de son coût élevé et de son manque de compréhension par le public, et bonjour à la catégorie hypercar. L'hypercar a désormais la lourde mission de réintéresser les constructeurs et le public à la catégorie reine en la rendant plus sexy. Allez, pour cela, il y a deux leviers principaux. Le premier, c'est le design. Les hypercars ou hypercars, je sais pas comme si c'est haricot ou zareko, doivent être plus proches esthétiquement de l'identité des voitures de route que le grand public connaît. C'est en fait à peu près l'idée des GT1 de l'époque que l'on pouvait facilement identifier un constructeur et qui nous ont fait tant rêver. Le second, c'est la baisse des coûts. Les hypercars, on va dire les hypercars, sont conçus pour coûter moins cher à construire et être moins cher à exploiter. Bon, pour l'instant le bilan est mitigé avec seulement 3 constructeurs et 5 hypercars au départ en 2021. Avec le faux départ d'Aston Martin qui a abandonné son projet Valkyrie en cours de route, les Toyota qui ne ressemblent pas vraiment à des voitures de route, une Alpine qui est en fait une ancienne LMP1 rebadgée, à la limite, seul Glickenhaus est raccord avec son hypercar 007 qui ressemble à ces voitures de route, qui même ressemble terriblement à des protos. Mais laissons le temps au temps et aux constructeurs de développer leur voiture. Peugeot a annoncé son arrivée pour 2022 et Ferrari pour 2023, tout comme Audi, Porsche, BMW et Cadillac. L'édition 2023 paraît donc déjà comme un très grand cru. La catégorie LMP2, quant à elle, se porte très bien avec 24 voitures au départ sur cette dernière édition. Reste donc le cas des GT avec l'annonce de la disparition progressive du GTE pour laisser place au GT3 en 2024. Cette année, au 24 heures du Mans, le GTE représentait 31 voitures, soit la moitié du plateau. Vu comme ça, la catégorie est en pleine forme vu que c'est la plus représentée. Mais si on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y avait uniquement 8 voitures engagées en pro, dont seulement 6 engagées officiellement par les constructeurs. 2 Porsche, 2 Ferrari et 2 Corvette. Les 23 autres étant engagées en AM par des équipes privées. D'année en année, les constructeurs se sont retirés de la catégorie GT. Ford et BMW ont cécé leur programme officiel en 2019, Aston Martin est arrêté en 2020, et si Ferrari, Porsche et Corvette sont toujours présents officiellement, ils ont réduit la voilure. Là encore pour des raisons de coût, sachant que évidemment le contexte sanitaire n'a pas aidé. Pour que vous ayez un ordre d'idée, participer au 24 heures du Mans coûte environ 1 million d'euros à bord d'une Porsche 911 RSR et 1 200 000 euros à bord d'une Ferrari 488 GTE. Les équipages privés se finançant en grande majorité par les pilotes. Pour les constructeurs, c'est à eux de mettre la main au portefeuille. Sachant que pour les constructeurs, l'addition doit être encore plus salée car ils ont la rémunération des pilotes, des programmes d'entraînement, des tests spécifiques avec des simulations de course, etc. Et là on parle seulement de la participation au 24 heures du Mans. Il faut savoir que pour participer au Mans, c'est uniquement sur invitation. Et pour obtenir une invitation, il faut soit avoir fait un résultat sur la précédente édition, soit faire des résultats dans les championnats organisés par la CO comme le WEC ou le LMS. Et ça, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Donc entre le développement, la fabrication et l'exploitation d'une GTE, ça représente plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement sur un projet sportif. Aussi, pour arrêter l'hémorragie de départ, la CO et la FIA n'avaient plus d'autre choix que de se tourner vers la catégorie reine du GT du moment, comme le DTM l'a également fait, c'est-à-dire de passer au GT3. Le GT3, c'est un modèle économique et sportif qui fonctionne, basé sur la compétition client. La série rencontre le succès depuis 2006, date officielle de sa création. Au 24 heures de Spa 2021, il y avait 60 GT3 au départ, dont 26 équipages pro, 17 Silver, 14 Pro Am et 3 AM. Le GT World Challenge fait le plein d'engagés année après année, attirant les meilleurs pilotes du monde et les meilleures équipes. La bataille pour la victoire est bien plus disputée que pour les 24 heures du Mans, avec des dizaines de voitures capables de remporter la course. Les GT3 courent dans de très nombreux championnats à travers le monde, c'est une véritable success story. Alors quels sont les points communs et quelles sont les différences entre GTE et GT3? Les GTE et GT3 sont globalement très similaires puisqu'elles reprennent le même concept. Ce sont des GT, c'est-à-dire des voitures de course dérivées de modèles homologués pour la route. Par exemple, la Porsche 911 existe aussi bien en GTE
GTE qu'en GT3. Idem pour la Ferrari 488 et la Aston Martin Vantage. Sauf que là où il existe uniquement 6 GTE homologués en 2021, il en existe près d'une quinzaine en GT3 avec notamment Mercedes, Lamborghini, Bentley, BMW ou encore McLaren. Si bien que tout le monde s'est toujours posé la question de pourquoi les deux catégories coexistaient alors que les voitures sont si proches. Et comme souvent, la raison est politique. C'est la CO qui est à la base de la création du GTE. C'est elle qui a posé les bases techniques et réglementaires de la catégorie. Au même moment, SRO, l'organisation concurrente, continuait de développer de son côté le GT3. Alors concrètement, les GTE ne sont pas admises aux 24 heures de Spa ou du Nürburgring et les GT3 ne sont pas admises aux 24 heures du Mans. Et c'est une bataille qui dure entre les deux organisateurs depuis des années, chacun essayant d'imposer son modèle. Jusque-là, la CO faisait de la résistance car la force des 24 heures du Mans était telle que les constructeurs étaient obligés de développer des GTE s'ils souhaitaient y participer. Mais visiblement cela ne suffit plus et le modèle économique et sportif du GT3 fait davantage sens pour les marques. Techniquement, même si les bases sont parfois communes, il existe de nombreuses petites différences entre les voitures du fait qu'elles ne répondent pas aux mêmes réglementations. Pour faire simple, en termes de performance, c'est assez similaire. Les voitures pèsent à peu près le même poids, entre 1200 et 1300 kg et développent à peu près la même puissance autour de 500 chevaux. Les GTE sont toutefois légèrement plus rapides en raison de deux différences qui sont l'aéro et les pneus utilisés. L'aéro des GTE est plus travaillé que sur les GT3. Schématiquement, ça veut dire que la voiture est davantage collée au sol dans les virages. Et elle est surtout bien aidée par ces pneus Michelin confidentiels qui offrent plus d'adhérence que les pneus Pirelli compétition client utilisés en GT3. Puisque la GTE a plus d'aéro, elle est davantage freinée en ligne droite. Les GT3 ont donc une meilleure Vmax. Ce qui fait que sur les circuits rapides avec peu de virages comme à Monza, les chronos sont quasiment les mêmes. Une GTE gagne en virage, ce qu'elle perd en Vmax. Mais à Spa, où les chronos se font davantage dans les virages, la GTE sera bien plus rapide qu'une GT3. En 2021, en qualif, les GTE étaient 1 seconde plus rapides à Monza et près de 7 secondes plus rapides à Spa. Les GTE ont également plus de liberté réglementaire. Par exemple, la 911 RSR, qui est une GTE, a le moteur en position centrale arrière. Quand sur la 911R, qui est une GT3, il est obligatoirement en porte à fois arrière, comme sur le modèle de route. A noter que les GT3 comme les GTE sont soumises à la Balance of Performance, la fameuse BOP. C'est une invention de SRO pour homogénéiser les performances des différentes voitures. Grosso modo pour qu'une Bentley puisse concourir contre une Lamborghini. Et pour ça, il y a 3 leviers. Le lest, l'abri de moteur et la hauteur de caisse. Donc en jouant sur ces facteurs, on pourrait aisément améliorer la performance des GTE comme des GT3. Concernant le prix, facteur clé dans la décision de passer du GTE au GT3, le prix moyen d'une GT3 se situe aux alentours de 500 000 € quand une GTE coûte environ 900 000 €. Et une GTE est également bien plus chère à l'exploitation puisqu'elle possède davantage de pièces spécifiques pour la compétition que la GT3. Alors j'ai jamais eu l'occasion de conduire de GTE, mais pour le pilote, à part les pneus, l'autre grosse différence est que les GTE n'ont pas d'aide au freinage, donc pas d'ABS, tandis que les GT3 en ont un. Je pense que cette différence vient du fait que les GTE étaient historiquement davantage destinés aux pilotes professionnels et que le GT3, parmi les professionnels, a toujours également voulu attirer des pilotes amateurs. On peut donc imaginer que les GTE sont plus techniques à conduire sur les phases de frein, mais plus simples à emmener le reste du temps grâce au meilleur grip général. Mais vous savez quoi, le mieux est encore de demander directement au pilote qui passe fréquemment de l'une à l'autre. Donc j'ai appelé mon ancien coéquipier de Porsche Cup, Colin Odegaard, qui vient de remporter coup sur coup les 24 heures de Spa en Ferrari 488 GT3 et les 4 heures du Mans en Ferrari 488 GTE, et donc qui est plutôt bien placé pour en parler. Aujourd'hui, les GTE ont des pneus tellement performants et un petit peu plus d'appui qui fait que par exemple dans le raidillon à Spa, une GTE va passer à fond tous les tours et une GT3 ça va être peut-être les trois premiers tours en pneu neuf et après c'est plus à fond. Ok, ça veut dire que par exemple même en course avec de l'essence, les pneus usés en GTE, tu sais passer tous les tours le raidillon à fond. Ouais, tous les tours, du premier tour au dernier tour. Ok, et toi en termes de sensation, est-ce que tu as des gros changements? C'est quoi? J'imagine que c'est l'ABS, est-ce qu'il y a autre chose ou pas qui change en termes de pilotage? En termes de pilotage, c'est pas très différent. Pour la Ferrari, en l'occurrence, les contrôles sont les mêmes, le traction control est très très proche. C'est vraiment l'ABS et cet extra grip du pneu Michelin qui fait qu'on est un petit peu plus à l'aise et que c'est un petit peu plus facile à conduire. Sinon, c'est quand même assez similaire. Surtout la Ferrari, comme je dis, c'est pas des grosses différences. D'ailleurs, la Ferrari, on peut l'avoir en GTE ou en GT3, c'est la même base, c'est le même châssis. On peut transformer une GTE en GT3 et inversement. Ouais, ça c'est comme l'Aston Martin, ce que tu peux faire avec la Porsche par exemple. Ouais, la Porsche c'est différent, ouais. C'est une autre voiture. J'ai également posé la question à Kevin Estre, pilote officiel Porsche, qui passe fréquemment de la Porsche 911 RSR à la Porsche 911R. Donc la différence entre la R, donc la GT3R, c'est la GT3 et la RSR. La GT3R c'est un moteur arrière, enfin comme une vraie Porsche, donc là tu connais, hein, tu as du mouvement de caisse pas mal, elle est assez pitch sensitive, donc quand tu freines, tu as l'avant qui plonge vachement et quand tu accélères, il y a pas mal de squats, tu as l'avant qui se lève, donc faut essayer généralement de faire un peu plus de trail break, d'essayer de faire du dégressif et d'emmener le frein assez loin dans le virage. Et tu as un ABS, faut appuyer assez fort sur la pédale de frein, mais tu peux pas bloquer les roues.
Après, la grosse différence à piloter, c'est souvent à cause des pneus, parce que la GT3R, on roule avec des pneus Pirelli clients, on va dire, sur à peu près tous les championnats, à part sur la Nordschleife, où là on roule avec des Michelin, pas confidentiels, mais pas loin. Et sur les Michelin, la R est assez différente des Pirelli. Ça se rapproche plus de la RSR, parce que les pneus sont du même style. La RSR, donc c'est un moteur central, c'est un 4 litres 2, alors que la GT3R c'est un 4 litres. Tu as un peu plus de couple, tu as une voiture vraiment développée à 100% pour la course, sans avoir vraiment de compromis sur le prix par rapport au développement, etc. Donc en termes d'habitacle, en termes de boutons, de volant, etc., c'est vraiment tout fait pour que ce soit tout optimisé pour le pilote. Et la grosse différence, comme je disais, c'est surtout sur les pneus. Avec la RSR, on roule avec des pneus confidentiels en WEC. Donc on a 3 types de pneus slick, des tendres, des médiums et des durs. Et quand on a le bon pneu au bon moment, on peut faire un double relais sur les pneus, donc 2 heures sur les pneus, ce qui est rarement le cas avec le Pirelli. Et du coup, on a toujours les pneus qui sont dans la fenêtre de température ou la fenêtre par rapport à l'abrasivité de la piste. Donc ça, c'est une grosse différence. Le principal changement, et ce qui est trop cool pour les spectateurs et les pilotes, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de marques et de modèles différents au Mans. Imaginez une bataille comme on en voit au 24 heures de Spa, mais cette fois-ci à l'aspiration dans les Hunaudières entre Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes, BMW, Aston, Bentley, etc. etc. Ça a vraiment de quoi faire rêver. Aussi, les marques qui construisent déjà des GT3 vont être intéressées pour s'engager au Mans. C'est une opportunité en or pour elles d'aller vers le Mans sans avoir à construire une voiture spécialement pour la course. Les constructeurs qui étaient déjà au départ des 24 heures de Spa ou du Nürburgring vont pouvoir ajouter le Mans à leur calendrier. On va voir de nombreux pilotes officiels de constructeurs débarquer, des noms qu'on a l'habitude de voir fréquenter les plateaux GT3 depuis des années. Et donc puisqu'il y aura plus de bons pilotes, il y aura également plus de rivalité et ça va tirer le niveau vers le haut et il y aura plus de voitures en lice pour la gagne et donc plus de spectacles pour toi derrière ton écran. Avant d'y mettre mes roues pour la première fois, je comprenais pas l'aura qu'il y avait autour de la course qui sur le papier n'est pas très technique quand tu la compares à un Spa ou au Grand Nürburgring. Sauf qu'en 2014, quand j'ai participé à la manche d'ouverture des 24 heures du Mans en Porsche Carrera Cup France, mon tout premier tour a été incroyable. Quand tu es sur la piste, que tu te rends compte de la taille de ce que c'est et des vitesses que tu prends, même les courbes qui passent à fond, t'arrives tellement vite dessus qu'au départ tu as une certaine appréhension. J'ai pris énormément de plaisir sur cette course et pour avoir souvent assisté en tant que spectateur aux 24 heures du Mans classique et traditionnel, en regardant les voitures rouler de nuit et l'ambiance qu'il y a, clairement ça me fait rêver. Et maintenant que j'ai l'expérience d'une course de 24 heures en GT3 avec les 24 heures de Spa en 2018 qu'on a remporté en silver, j'aimerais vraiment me servir de cette expérience pour aller chercher un résultat au Mans. Donc est-ce que j'ai plus de chances d'être au départ des 24 heures du Mans suite à cette annonce? Oui et non. Non, parce que même si le prix des volants va diminuer en passant du GTE au GT3, ils vont rester élevés parce que c'est le Mans. Non, parce qu'il y aura beaucoup plus de demandes et donc beaucoup plus de pilotes comme moi à vouloir faire le Mans et les places sont limitées. Oui, parce que j'ai évolué en GT3 depuis 2013, que je connais bien la catégorie, je connais de nombreuses équipes et j'ai déjà l'expérience victorieuse des 24 heures de Spa, donc je pense être un bon choix pour une équipe. Oui, parce que je peux potentiellement trouver davantage de sponsors qui souhaitent me rejoindre si je leur propose l'aventure des 24 heures du Mans au sein de ma saison en GT3. Quoi qu'il en soit, c'est uniquement à partir de 2024 qu'aura lieu cette transition et si entre temps j'ai l'opportunité d'y participer, je la saisirai. Et toi, t'en penses quoi d'arriver des GT3 au Mans ?